Alors, nous sommes de retour pour ce que je crois être la dernière partie de ce cours-là, la dernière capsule vidéo. Alors, on est rendu dans les manifestations cliniques. Puis tantôt, je vous ai dit, les personnes âgées n'ont pas nécessairement les mêmes manifestations cliniques qu'une jeune personne. Puis si on n'est pas au courant de ça, ben on ne peut pas les évaluer comme il faut. Une un excellent exemple de ça, c'est les manifestations cliniques de la pneumonie. Chez la personne adulte, chez l'adolescent, les jeunes adultes, la pneumonie va se présenter avec de la fièvre, avec de la toux, de la douleur au poumon, des expectorations qui vont être verdâtres. Chez la personne âgée, la pneumonie va probablement se présenter sous forme de désorientation, de fatigue, de refus de s'alimenter. On n'aura pas nécessairement de la température, on n'aura pas nécessairement de la toux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des sécrétions. Donc, ça va être important d'aller une coche plus loin, puis de sculpter ces patients-là, parce qu'ils ne tousseront pas, ils ne cracheront pas, mais on va les entendre, les sécrétions au niveau de l'auscultation. Donc, vous arrivez un matin, vous avez un patient qui, hier, allait bien, vous a reconnu, était capable de sortir du lit, de s'habiller, de se brosser les dents, de faire ses trucs. Puis là, ce matin, cette personne-là est désorientée. Elle vous dit, ah non, j'ai pas envie de sortir du lit. Vous essayez de lui donner ses médicaments. Il n'est pas capable de les prendre. Il faut que vous vous disiez, ben il se passe quelque chose. C'est pas normal que du jour au lendemain, une personne âgée devienne comme ça. Faut s'enlever dans la tête que c'est parce qu'ils sont vieux qu'ils sont comme ça. Alors, va falloir se dire, une personne qui est désorientée de nouveau, là, qui présente des changements drastiques dans son attitude, des changements drastiques dans ses capacités à faire les choses, c'est pas normal et c'est souvent sous-jacent à une infection. Alors souvent, ça va être soit la pneumonie, l'infection urinaire ou l'infarctus. Je sais que l'infarctus, c'est pas une infection, mais il reste que ces trois-là, c'est des causes les plus fréquentes de délirium chez la personne âgée. Donc, il faut que vous soyez en mesure de vous dire, ma personne âgée était correcte hier, puis elle l'est pas ce matin, il se passe quelque chose, qu'est-ce que c'est? Et d'aller chercher l'information un peu plus loin. Parce que si vous attendez pour vous dire c'est une pneumonie, si vous attendez que votre personne âgée fasse de la fièvre, oubliez ça, elle n'en fera probablement pas. Qu'elle crache vert, oubliez ça, ça arrivera probablement pas. Puis si vous attendez ça, vous allez passer à côté de quelque chose. Alors, on dit que la personne âgée, on considère que la personne âgée fait de la fièvre à partir du moment où on a une température de 37,8 buccale, même rectale. Chez une personne adulte, à 37,8, vous ne poseriez même pas de questions. Peut-être que vous vous diriez, ah, je vais la reprendre un peu plus tard, mais peut-être même pas, puis ça serait correct. Alors, une personne âgée à 37,8, là, je vous le dis, a fait de la fièvre. C'est pas, je vais la revérifier dans une heure pour voir si ça l'a monté, là. À 37,8, une personne âgée fait de la fièvre. Plus que ça encore, une personne âgée qui a 1 degré, 1,1 degré de plus que sa température habituelle, c'est considéré de la fièvre. Donc, si on dit, ma personne âgée, là, à chaque fois que j'ai pris sa température, ça tournait autour de 36,2, 36,1, 36. Puis là, ce matin, a fait 37,3. À 37,3, chez l'adulte, on se pose vraiment pas de questions. À 37,3, chez la personne âgée, si on se fie juste à cette donnée-là, elle fait pas de fièvre encore. Mais à 37,3, pour une personne qui d'habitude fait 36,2, elle fait de la fièvre. Donc, voyez-vous qu'il faut penser différemment quand on évalue une personne âgée. Puis si on n'est pas au courant de ça, ben on passe à côté de quelque chose. Donc, votre personne âgée à 37,3 qui est désorientée ce matin, c'est clair qu'il se passe quelque chose. C'est clair qu'il y a une infection sous-jacente. Puis là, il faut chercher c'est laquelle infection. Si vous appelez votre médecin puis vous lui dites, là, docteur Untel, là, mon patient hier était bien, ce matin il est désorienté, refuse de sortir du lit, il fait 37,3 de température, hier il faisait 36,2 et puis je l'ai ausculté puis il y a des cryptants. C'est sûr que votre doc va envoyer le patient faire un rayon X pulmonaire. Si vous ne l'avez pas ausculté,
il va vous demander d'aller l'ausculter, puis il va peut-être vous dire, on va faire un rayon X pulmonaire, une analyse culture d'urine, puis faites donc un ECG en passant. Parce que c'est les 3 trucs là, qui sont les plus fréquents. 3 syndromes gériatriques hyper importants à se souvenir. Je vous le dis, là, je vais en parler beaucoup au courant de la session. On va en parler en stage. On va en parler dans les évaluations qu'on va faire. Les 3 syndromes gériatriques, 3. Le premier, c'est le syndrome de l'immobilisation. C'est le pire de tous. On immobilise un patient, puis on l'immobilise pour toutes sortes de raisons. On lui a peut-être posé une sonde, c'est plus difficile de se mobiliser. On lui a peut-être installé un intraveineuse, puis là, il faut qu'il traîne son poteau, c'est plus difficile à bouger. On l'a peut-être mis au lit parce que, bon, je sais pas, moi, il y a une fracture de quelque chose, fracture de l'humérus ou fracture, peu importe. On l'a mis au lit. Le fait que le patient soit au lit, pour chaque 24 heures passées au lit, le patient va perdre de ses capacités respiratoires, cardiaques, musculo-squelettiques, génito-urinaires, gastriques. Il va perdre en 24 heures, va perdre énormément. Et pour reprendre ce qu'il aura perdu, il aura besoin de 3 jours. Fait que calculez comme vous voulez, là, mais à chaque fois que vous mettez un patient au lit pendant 24 heures, vous lui enlevez, il s'enlève, ou peu importe comment vous voyez ça, mais ce qu'il va perdre pendant ces 24 heures-là au niveau de tous les systèmes, ça va lui prendre 3 jours de réadaptation pour recouvrir ce qu'il y avait avant, pour recouvrir ce qu'il a perdu. Donc, c'est hyper important de sortir nos patients du lit, même si c'est juste pour les asseoir au fauteuil pour prendre les repas, même si c'est juste pour les faire marcher jusqu'à la toilette pour aller faire pipi. Juste ça, là, ça va déjà être mieux. Et c'est pour ça que dès qu'on peut se débarrasser de trucs qui vont les empêcher de circuler, les sondes, les intraveineuses, les contentions, je vais le dire ça 1000 fois dans le cours, les contentions chez la personne âgée, c'est le diable. C'est le diable. Il n'y a rien de pire pour une personne âgée que les contentions. Donc, dès qu'on est en mesure de les enlever, ces contentions-là, on les enlève. Puis, avant de les installer, il faut être bien sûr que c'est ça qu'on veut faire. Il faut être bien sûr qu'on veut contentionner un patient parce que pour chaque 24 heures que notre patient va passer immobile, ça va prendre 3 jours à récupérer. C'est énorme. Le syndrome crépusculaire, c'est un syndrome qui arrive souvent en fin de soirée, qui est plus pressant chez les patients qui sont déments. Alors, les patients qui souffrent d'Alzheimer, qui souffrent de démence vasculaire, qui souffrent de démence à corps de Lewy, de Korsakoff, vont avoir tendance à développer le syndrome crépusculaire plus. C'est un syndrome qui arrive en fin de soirée, quand le soleil se couche. Puis je suis sûre que s'il y en a de vous autres qui travaillez dans les milieux hospitaliers, ou dans les centres d'hébergement, vous l'avez déjà vu, ça. Ils deviennent comme le diable après que le soleil se soit couché. Probablement par manque de stimulation au niveau de la lumière quand le soleil est couché. Mais qu'est-ce qui cause ça? Les troubles de sommeil, entre autres. Puis si vous allez voir, les conséquences du syndrome crépusculaire, c'est les troubles de sommeil. Donc, les troubles de sommeil peuvent causer le syndrome crépusculaire. Puis quand on a des troubles de sommeil, on est plus à risque de développer le syndrome crépusculaire. Fait que voyez-vous que c'est une grosse roue qui tourne, là. Mais l'inactivité est une cause de syndrome crépusculaire. Donc, notre syndrome de l'immobilité va causer du syndrome crépusculaire. Fait que voyez-vous comment c'est important de gérer l'immobilité pour essayer d'éviter celui-là, entre autres. Puis, les syndromes crépusculaires vont causer de l'errance. L'errance peut causer de la chute, peut causer la nécessité d'utiliser des contentions chimiques chez le patient qui fait le syndrome crépusculaire. Et utiliser les contentions chimiques, on va retourner à l'immobilisation parce que le lendemain matin, qu'on a donné un aldol à notre patient, il n'est pas aussi agile le lendemain. Donc, il va bouger moins. Il bouge moins, on cause plus de syndrome crépusculaire. Fait que voyez-vous le problème là ici, là, c'est une grosse roue qui tourne. Alors, le syndrome crépusculaire, c'est un syndrome qui apparaît le soir, quand le soleil se couche. C'est plus souvent fréquent chez les personnes qui sont déments, mais ça ne veut pas dire que c'est que chez ces personnes-là. Puis, ça va avoir des conséquences sur notre patient, entre autres,
les troubles de sommeil, les risques de chute parce qu'ils ont tendance à se promener un peu plus qu'habituellement, puis l'utilisation accrue de sédatifs et de contention qui, eux, vont causer encore plus de ça. Et le troisième syndrome crépusculaire, le syndrome gériatrique, je veux dire, c'est le syndrome post-chute. Souvent, les patients qui ont fait une chute et qui, surtout s'ils se sont blessés, vont être anxieux face à la mobilisation, vont pas vouloir se mobiliser. Alors, ils vont vous dire, oh non, je vais rester assis, oh non, je me lèverai pas au fauteuil, oh non, je marcherai pas jusqu'à la salle de bain, j'ai trop peur de tomber. Souvent, c'est parce qu'ils sont restés au sol suite à une chute très longtemps. Euh, ça va causer encore plus de ça. Parce que le patient qui refuse de se mobiliser après une chute va rester couché plus longtemps, va rester assis plus longtemps, va bouger moins. Puis on a dit 24 heures d'immobilité, ça prend 3 jours à s'en remettre. Donc, ça va causer encore plus le syndrome d'immobilisation. Alors, vous comprendrez que dans les 3 syndromes, puis les 3 sont importants, là, mais le pire, c'est celui-là ici. Et ils peuvent tous être causés, ils peuvent tous causer le syndrome d'immobilité. Ils peuvent tous avoir avoir comme conséquence le syndrome d'immobilité. Donc, vous comprenez ici que la mobilisation de nos personnes âgées, puis là, on va les gérer dépendamment c'est quoi le syndrome qu'ils ont. Là. À un syndrome post-chute, on va essayer de stimuler la personne à marcher. On va peut-être l'accompagner au début pour lui démontrer qu'elle est capable de marcher, puis c'est pas si dangereux que ça, puis qu'elle va pas tomber. Lui donner les outils pour qu'elle se sente à l'aise à bouger. Mais ça va être important d'adresser le syndrome post-chute pour éviter le syndrome d'immobilisation. Dans les manifestations cliniques majeures, tantôt je vous ai dit, puis là je vais toutes les faire apparaître parce que je trouve ça plus facile quand ils sont toutes là. Quand il y a un changement chez votre personne âgée, soit au niveau de l'état mental, de l'autonomie ou de son comportement, il faut considérer que c'est une manifestation clinique. Il ne faut pas dire c'est juste parce que c'est des vieux. C'est sous-jacent à quelque chose. Ton patient hier avait de la mémoire, il t'a reconnu, il était capable de se concentrer. Vous lui demandiez de faire des trucs, il les faisait, il était orienté, il était organisé. Puis aujourd'hui, il l'est pas, il se passe quelque chose. C'est pas parce qu'il est vieux. Hier, il était capable de se lever de son lit, il était capable d'aller à la toilette tout seul, il était continent, il s'habillait seul, il se brossait les dents seul. Aujourd'hui, il le fait pas, ou la semaine passée, il faisait ça, cette semaine, il le fait pas. Il se passe quelque chose, c'est pas juste parce qu'il est vieux. Il était la semaine passée une personne joviale, bien orientée, qui se levait, qui s'habillait tout seul. Puis là, tout d'un coup, il est apathique, il est hypoactif. Il est apathique, il veut pas s'habiller, il veut pas sortir du lit. Ou il est hyperactif, il sursaute au moindre petit bruit, il sursaute au moindre petit changement dans sa chambre et il se passe quelque chose. Oups! Il se passe quelque chose. À partir du moment où ce que vous allez assimiler que ça ici, c'est des manifestations cliniques et ce n'est pas un effet du vieillissement, vous allez avoir compris quelque chose. Il faut voir ces 3 trucs-là, l'état mental, l'autonomie et le comportement, les changements dans ces 3 catégories-là comme étant des manifestations cliniques de la personne âgée. C'est pas normal que ta personne âgée ait des changements au niveau de ça. C'est parce qu'il se passe quelque chose. Puis à partir du moment où vous allez avoir compris ça, à partir du moment où vous allez avoir compris que la mobilité, là on va revenir en arrière, que la mobilité a un impact sur tout, que de faire bouger les gens, c'est hyper important, vous allez avoir compris quelque chose en gériatrie. Alors, je vous laisse là-dessus. On a terminé. Puis, on se revoit la semaine prochaine avec les prochaines capsules. Au revoir!